Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le divan de Max. Bienvenue dans ce premier épisode de cette première saison. Aujourd'hui, je me permets de vous introduire à ce grand sujet qui fait débat, qui est en bouleversement permanent, si j'ose dire, en progression permanente aussi, la psychosomatique. En effet, de nombreux auteurs et cliniciens se sont penchés depuis extrêmement longtemps sur le fait psychosomatique, si j'ose dire, sur la pathologie psychosomatique et sa prise en charge. Aujourd'hui, je me permets de vous présenter tout d'abord la psychosomatique qui a été envisagée par Mahmoud Samiali, ce psychanalyste qui a vraiment théorisé un modèle particulier sous la forme de la théorie relationnelle au fur et à mesure de ses années de recherche et de pratique clinique. Voyons donc un peu ensemble cet aspect de la théorie relationnelle qui est un peu le cœur de la pensée de Mahmoud Samiali. Tout d'abord, pour lui, la théorie relationnelle, c'est l'exploration du lien entre le corps et l'âme, un lien à 4 dimensions, qui sont le temps, l'espace, le rêve et l'affect. Vous noterez d'ailleurs au passage que Mahmoud Samiali emploie le terme de d'âme et non pas de psyché ou d'appareil psychique. Je le note car dans son œuvre, c'est peut-être important effectivement, puisque même si effectivement il a repris un certain nombre de choses importantes et les a fait progresser ou évoluer dans les concepts au niveau freudien, il faut savoir que chez Freud, il y a eu des termes employés par Freud, donc en langue allemande, et qui ont parfois eu des traductions malheureuses. Et en tout cas, une des traductions qui a souvent été mise de côté, c'est la traduction du terme de Heim, de Heim, qui est l'âme, hein, aussi en allemand. C'était une petite remarque au passage. Ces dimensions, donc, comme je le disais, ces 4 dimensions, le temps, l'espace, le rêve et l'affect, elles englobent simultanément pour lui le relationnel et le biologique, ce qui permet d'associer donc la recherche clinique, organique et la thérapie. C'est une stratégie thérapeutique, du coup, qui vise à faire coïncider l'âme et le corps en prenant comme objet d'exploration la relation totale du sujet à la situation conflictuelle dans laquelle il est effectivement pris. Dans toute pathologie organique rendue à ces dimensions relationnelles, la première chose à mettre en lumière, c'est l'existence possible de ce que Sami Ali appelle une impasse relationnelle qui est à l'arrière-plan du tableau clinique pour constater qu'aussitôt ou aussitôt qu'aucune solution ne puisse lui être apportée. Il n'y a pas d'élaboration. Il va donc falloir travailler avec cette impasse, si l'on peut dire, et donner les possibilités de poser la question de sa genèse dans l'histoire singulière du sujet, donc au détriment notamment de l'activité onirique, de l'activité du rêvé et de la vie affective, mises toutes les deux à l'écart pour faire face à l'impossible, mais qui doivent trouver de nouveau leur place dans ce fonctionnement. L'impasse relationnelle conduit pour Sami Ali à un refoulement finalement de la vie affective et de la vie onirique. Point très important. C'est la recherche donc d'un nouvel équilibre entre la conscience vigile, comme il l'appelle, et la conscience onirique. Cette méthode s'applique aussi bien d'ailleurs dans le cas des pathologies organiques qu'à toutes les formes de pathologies fonctionnelles. Elle repose d'ailleurs sur 4 principes qu'il convient de préciser ensemble. La première, la théorie relationnelle, pose
comme premier principe que le psychique est relationnel au même titre que le somatique. Les deux plans coexistent donc comme éléments d'un ensemble relationnel et non comme deux entités séparées, comme clivées, comme structurées de façon trop, je dirais, théorique pour l'explication, comme on a bien souvent d'ailleurs tendance à le faire. Pour Sami Ali, non, il prend quelque chose qui est en fait une totalité. Pour lui, la relation est bien donc un lien constitué de 4 dimensions ainsi définies. Et la première dimension que nous allons voir, c'est le temps. Pour Mahmoud Sami Ali, le temps, dans cette question du temps, la relation existe finalement, la relation, avec un grand R si l'on peut dire, dès avant la naissance évidemment. Période intra-utérine, ce qui permet d'introduire la question du rythme biologique lié à l'alternance sommeil lent et du sommeil paradoxal, qui sont déjà perceptibles à ce stade sous son aspect élémentaire qui préfigure tout le reste. Un rythme primaire. Ce qui signifie que l'activité onirique est au cœur de toute l'organisation psychosomatique. On voit bien que là on part du temps comme étant finalement rythmé par les questions du sommeil entre le lent et le paradoxal qui lui-même implique un temps du rêvé. Il y a le temps du corps, il y a donc un temps principalement constitué au début par les soins maternels et le temps de l'adaptation, ce qui forme donc deux temporalités qui vont constituer le temps réel pour lui. À l'autre bout se situe le temps imaginaire, qui s'oppose au temps réel d'une part, par sa structure circulaire, qui va être réversible et sérielle. Ce sont la nature et les qualités de ce que définit Sami Ali dans la question du temps qui lui est imaginaire, et donc d'autre part par sa finalité, c'est-à-dire de faire émerger le rêve et le plaisir dans la conscience vigile pour modifier tout le rythme corporel, tonique et respiratoire. La temporalité va donc faire partie intégrante de l'expérience de la finitude, aspect important d'ailleurs dans l'analyse des situations marquées par l'impasse relationnelle. La deuxième dimension, l'espace, avons-nous évoqué avec Sami Ali. Pour Sami Ali, là aussi, il y a deux dimensions, si on peut dire, dans l'espace. Un espace réel et un espace imaginaire qui coexistent là aussi et s'alimentent l'un et l'autre, comme un double espace d'inclusion réciproque. L'espace réel va commencer d'ailleurs par l'espace du corps propre, pour lui. Ce corps structure donc l'espace selon ses dimensions particulières et régi par des couples au terme qui sont opposés, le dedans, le dehors, le bas, le haut, la droite, la gauche, le proche, le lointain, etc. Ce corps structure l'espace, donc, selon ses dimensions, et l'enfant va mettre en œuvre de ce fait deux processus simultanément en œuvre. D'abord apprendre à se latéraliser par rapport à l'autre, qui va lui permettre ainsi un accès à l'autonomie. Et d'autre part, un mouvement de projection, projeter l'espace sur une feuille de papier avec le dessin et l'écriture et parvenir ainsi à un schéma de représentation. Que cette médiation se trouve entravée précocement en raison des problèmes relatifs à l'autonomie, amenant une rupture plus ou moins complète entre l'expérience corporelle de l'espace et sa représentation abstraite, et le poids de l'adaptation également, qui peut se faire durablement sentir. Voilà, on a là déjà effectivement quelque chose qui vont concourir à ce que l'enfant lui-même, finalement, ait recours à ce que Sami Ali appelle des trucs,
à des cadres de référence empruntés à l'extérieur pour combler finalement un vide initial. Cette expérience de l'espace, elle est marquée par l'absence souvent d'autonomie par rapport à l'autre et se rencontre aussi finalement chez l'adulte dans des pathologies tant finalement fonctionnelles qu'organiques, allant de l'allergie jusqu'au cancer en passant par le diabète auto-immun. L'espace imaginaire, lui, il est constitué par une organisation originale, hein, qui va appartenir au rêve et aux équivalents du rêve dans la conscience vigile, c'est-à-dire le délire, l'hallucination, le transfert, l'illusion, l'affect, le jeu, etc. Vous voyez, très intéressant la façon dont Mahmoud Samiali finalement vient définir cet espace imaginaire. Sa structure, elle est fondée sur la relation d'inclusion réciproque, comme je disais tout à l'heure, qui va mettre en équation finalement le grand et le petit, le tout et la partie, le dedans et le dehors. Cet espace va permettre aux termes qui s'excluent mutuellement de s'inclure l'un l'autre pour former des ensembles fantasmatiques qui vont être capables d'atteindre une grande complexité. On peut parler par exemple de l'illustration de la paranoïa. Troisième dimension, avons-nous évoqué tout à l'heure, la question du rêve. Pour Sami Ali, le rêve, lui, existe indépendamment de toute réalisation de désir. Vous voyez que on s'écarte de la pensée freudienne. L'activité onirique ne va pas se limiter à la phase de sommeil paradoxal, mais va s'étendre également, finalement, aux autres phases marquées par la prévalence d'une pensée proche du fonctionnement vigile. En somme, on rêve tout le temps, comme on pense tout le temps, même ne penser à rien constitue une pensée. Le rêve va se constituer en tant que pensée de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on est déjà au-delà du pensable, en ce point ultime, où convergent toutes les forces antagonistes dont l'équilibre peut éventuellement se rompre, soit du côté de la pensée, soit du côté de l'imaginaire, pour donner lieu finalement à deux formes de rêves diamétralement opposées. Le rêve va rester marqué par le paradoxe qui le fonde et qui va réussir à réunir finalement au sein de la même démarche deux fonctionnements extrêmes qui, au lieu de se détruire, se renforcent mutuellement, et cela décidera de la structure même du processus onirique. Vous voyez, je synthétise et je vais assez vite, mais je vous donne je dirais un peu l'essentiel du corps de la théorie relationnelle de Sami Ali. Le rêve même, littéral, ne reproduit pas la réalité, il la transforme par la mise en œuvre d'un autre espace et d'un autre temps à travers la projection, et tout reste déterminé à tous les niveaux par la double référence à la conscience vigile et la conscience onirique. Pour Mahmoud Samiali, encore une fois, la projection va plus loin que la première définition freudienne. Je vous permets aussi cette précision, je me permets cette précision près de vous pour vous indiquer qu'évidemment, quand on va parler du réel, que ce soit le corps réel ou l'espace réel, etc., on parle pas, bien évidemment, de la dimension du réel avec un grand R, de la catégorie lacanienne, du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Rien à voir. Je pense que vous l'avez déjà compris. Pour Sami Ali, donc, le rêve n'est pas la voie qui mène à autre chose, mais la réalité ultime, finalement, au-delà de laquelle on ne pourrait pas aller. Il n'y a pas un arrière-plan qui l'occulterait et qui lui donnerait les traits négatifs d'un phénomène secondaire, qu'il faut interpréter. Le rêve ne se trompe pas de chemin en voulant tromper le rêveur.
voyez, c'est encore aussi là une particularité de la pensée de Sami Ali, donc de la façon dont il envisage et construit la structure à partir de là, de cette formation du rêve et de son déploiement et même de sa nature propre. Quatrième dimension, enfin, l'affect. Rappelons ce principe très général. L'affect et la représentation sont l'avers et l'envers d'un seul et même phénomène originel. En tout cas, pour Sami Ali, c'est comme ça qu'il va en tout cas le définir finalement de façon très indissociable également, ce qui pour Freud, comme vous pouvez le lire très tôt d'ailleurs dans son œuvre, on est dans quelque chose effectivement où toute la dimension sensorielle finalement et affective va précéder la représentation. Donc je disais, l'affect et la représentation sont l'avers et l'envers d'un seul et même phénomène, et par conséquent il ne peut pas y avoir d'affect sans représentation, ni représentation sans affect, à moins que l'un des termes en présence ne soit supprimé, c'est-à-dire refoulé, comme je l'évoquais tout à l'heure. Sami Ali donc va considérer que l'affect puisse subir un refoulement symétrique à celui de la représentation, selon au moins 3 modalités différentes. Rappelons-nous que pour Freud, dans la névrose, c'est la représentation qui refoule et non pas l'affect. Pour ce qui est donc de l'affect, et dans l'œuvre de Sami Ali, dans la théorie relationnelle, il nous dit qu'il peut y avoir un refoulement de l'affect. Parmi ces modalités, la première consiste à montrer que l'affect, une fois délibérément finalement arrêté dans son développement à l'occasion d'une situation de deuil, par exemple, ne va pas constituer moins d'évoluer quasiment pour son propre compte, en dehors de tout contrôle. Le sujet, souvent, c'est à quel moment il a réprimé l'affect, pour la première fois, il va complètement ignorer le destin qui va lui être réservé à cet affect. Ce refoulement, il est capable de se maintenir pour Sami Ali longtemps, surtout si l'activité onirique se trouve mise hors jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rêve, donc pas de retour possible de l'affect chargé de tout le poids du passé. Je note avec vous que refoulement de l'affect veut dire bien évidemment souvent refoulement de la fonction imaginaire du processus onirique, donc de ce qu'on pourrait appeler la fonction onirique. La deuxième modalité du refoulement de l'affect, elle est constituée aussi donc là par une distance créée par rapport à tous les affects qui cessent d'atteindre le sujet finalement, consciemment, sans pour autant disparaître. En réalité, ils sont là, bien sûr, mais devenus encore une fois inaccessibles à la faveur d'un refoulement qui porte sur l'ensemble du caractère pour le durcir et le rendre plus conforme à un modèle socio-culturel prenant la maîtrise de soi et auquel on adhère par conformisme, par exemple. Ça ne saurait se produire qu'à travers la transformation de la personnalité globale qui appartient à la normalité, une normalité adaptative marquée par la présence neutralisée des affects et l'absence du rêve. La troisième modalité de refoulement de l'affect va renvoyer à une dichotomie qui, au niveau de la conscience vigile, vient radicalement séparer le psychique et le somatique en aboutissant à la constitution de deux séries de phénomènes autonomes qui coexistent sans s'influencer. Ainsi va se trouver donc perdue l'unité d'un phénomène où s'articulent l'âme et le corps en même temps que la possibilité de reconnaître l'affect à travers ses multiples manifestations en les nommant. Vous voyez, cette théorisation de par la pratique clinique de Sami Ali et son déploiement sont vraiment particulièrement intéressants et on reviendra dans des épisodes ultérieurs approfondir un petit peu tout cela, notamment à travers des exemples cliniques plus déployés. Ne pas pouvoir donc lire l'affect, chez soi autant que d'ailleurs chez les autres, ça va signifier
déjà que la souffrance a cessé d'exister en tant qu'expérience subjective et que désormais, on est aux prises finalement avec toutes sortes de manifestations corporelles capables de provoquer éventuellement des états de panique incontrôlables. Quand on parle d'ailleurs d'impasse relationnelle, dans l'œuvre de Sami Ali, on n'entend pas forcément, et loin s'en faut, on serait même plutôt aux antipodes, on n'est pas dans la conversion hystérique. Pas du tout. On est dans un phénomène beaucoup plus profond, beaucoup plus avancé, et je dirais dans presque une forclusion de l'affect, pour reprendre le terme de forclusion chez Lacan, on est vraiment sur un processus de cet acabit. En psychanalyse, l'affect se définit d'ailleurs comme une quantité d'excitation qui croît, décroît, se transforme, se déplace en s'étendant sur les traces mnésiques des représentations. Et c'est toute la dimension relationnelle qui se trouve donc du coup méconnue. En conclusion, on peut dire que pour Sami Ali, le psychique et le somatique sont deux concepts, exactement comme l'âme et le corps sont destinés à penser une réalité qui les transcende et où seule finalement la causalité circulaire paraît applicable et non pas une causalité linéaire. Deuxièmement, ce sont deux concepts qui vont par conséquent représenter les deux bouts extrêmes de la même chaîne, occupant donc sur la même circonférence finalement deux points diamétralement opposés. La réalité et la circonférence, non les points, susceptibles d'ailleurs de changer de position, sans que rien ne soit modifié de l'ensemble. Donc sur ce diagramme, effectivement, on peut aller effectivement de la pathologie de l'ordre du lésionnel à la manifestation psychique la plus grave, donc psychose, etc. Donc à l'intérieur de ce cercle, si l'on peut le dire, de ce diagramme, d'ailleurs, que vous trouverez assez facilement dans son ouvrage pratique de la théorie relationnelle, à l'intérieur du cercle qui représente cette causalité qu'il nomme circulaire, il y a deux diamètres qui vont se croiser pour former d'ailleurs deux axes, un horizontal et l'autre vertical en pointillé, où l'axe horizontal finalement AB va correspondre à la relation entre psychique A et somatique B à l'autre bout, à l'intérieur de laquelle la causalité linéaire va agir dans les deux sens, et là c'est applicable. Et puis il y a toute la circonférence, effectivement, d'autre part, d'un point par exemple A1, A2, va correspondre de l'autre côté du diagramme un point B2, même titre, B3, etc., qui peuvent tout à fait se mettre en symétrie. Et vont désigner finalement des modalités relationnelles où le psychique et le somatique s'approchent progressivement l'un de l'autre, tout en maintenant la même forme de causalité interactive, pour finir par coïncider en C sur l'axe CD que je vous montre ici, sur ce petit diagramme que je me suis proposé de vous restituer un petit peu, en espérant que vous puissiez le voir à la caméra. C'est un peu flou, donc je vais vous le mettre dans un document à part. Voilà. Vous le voyez ici. Mais je vais quand même vous le mettre à part afin que vous puissiez absolument le voir en détail. Et ce qui signifie donc en tout cas qu'à un point nommé, finalement, la distinction en effet entre psychique et somatique disparaît au profit de l'un ou de l'autre lorsque la pathologie va relever exclusivement du corps réel ou du corps imaginaire. Quant à ce qui se trouve finalement à l'opposé de C sur l'axe vertical, il indique également l'impossibilité de faire la part du psychique et du somatique, non dans la maladie, mais lorsqu'on atteint un équilibre propre à l'état de santé, où tout parvient à s'harmoniser.
Ainsi, dans tous les cas de figure, on peut dire quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, on est nécessairement finalement pris pour Sami Ali dans un cycle de transformation qui va être régi par une temporalité à la fois subjective et objective, se confondant avec le sens même de la vie. Alors venons maintenant un petit peu sur justement le fonctionnement psychique et la situation relationnelle en question. Le fonctionnement psychique va renvoyer nécessairement à l'équilibre qui va s'instaurer entre conscience onirique et conscience vigile. Concrètement, doit-il être situé par rapport à l'activité onirique, présente ou absente d'une manière durable d'ailleurs, chez un sujet en particulier. Donc on se place ici non pas au niveau proprement biologique, mais plutôt dans la conscience donc vigile, qui au niveau proprement biologique, plutôt donc dans une optique rêve, en tant qu'événement vécu dont l'existence même dans la conscience vigile est fonction d'une mémoire, qui va retenir ou qui va effacer. Il faut quand même préciser, d'une part, que tout changement de rythme de vie, passant par exemple du travail aux vacances, va influer sur la production des rêves, surtout si l'activité professionnelle, par exemple, est menée à une cadence qui va laisser peu de temps, peu d'espace à l'imaginaire et à cette dimension. D'autre part, il peut arriver aussi que dans le milieu familial, dans lequel l'enfant a été élevé, le rêve n'ait pas vraiment fait l'objet finalement d'un intérêt spécial, voire qu'il a été activement éliminé, réprimé, mis de côté en faveur d'une adaptation. Ce qui va souvent de pair avec un isolement, enfin en tout cas une mise de côté de la dimension affective de l'enfant. Évidemment, tout ça concourt à ce qu'on appelle effectivement à la pathologie de l'adaptation. Donc dans ces conditions, la fonction onirique dont on parlait a du mal finalement à se développer, et c'est la seule thérapie relationnelle pour Sami Ali qui peut aider finalement à modifier la situation, en tout cas profonde. À ces deux premières formes finalement de fonctionnement s'en ajoutent deux autres, évoluant dans le temps et marquant le passage de la présence à l'absence des rêves et de leur absence à leur présence de nouveau après une longue éclipse. Le premier mouvement s'observe surtout dans des situations de deuil, dit-il, aboutissant à une dépression, qui va couper le sujet de ses ressources vives et qui vont l'enfermer finalement dans un présent répétitif et monotone. C'est la mise hors circuit finalement de l'activité onirique qui va achever de rompre tout lien avec le passé en même temps qu'elle laisse au sujet finalement le sentiment amer d'avoir perdu quelque chose de précieux. On rencontre, comme il le dit, effectivement, dans bien des situations de deuil. Mais pas seulement, on y reviendra dans nos épisodes ultérieurs. C'est exactement d'ailleurs le contraire qui se produit dans le mouvement inverse, porté par l'émergence des rêves au cours d'une thérapie relationnelle, comme le signe d'une richesse retrouvée, au moment où enfin on accède à l'autonomie ou à une reprise de l'autonomie. Alors, allons un peu plus loin. On peut dire aussi qu'il se peut également que le sujet, lui, puisse alterner entre une longue période de rêve et d'absence de rêve, finalement, comme s'il ne parvenait pas à faire son choix. Pour Sami Ali, dans cette clinique particulière, c'est déjà effectivement une dimension, je dirais, signifiante. Je ne dirais pas de signification ou d'interprétation, mais en tout cas situant la nature même finalement d'une position. Je vais l'appeler comme ça pour l'instant. Donc il va importer d'insister sur le fait qu'aucune forme de fonctionnement psychique, ouverte ou fermée à l'activité onirique, l'intégrant d'une manière régulière ou aléatoire, ne se trouve nécessairement en rapport avec la pathologie organique. Ce rapport, par contre, en revanche, il faudrait le rechercher au niveau de la situation relationnelle
elle-même. Situation relationnelle, on l'a vu, peut aller du conflit jusqu'à l'impasse, c'est-à-dire l'absence de conflit. L'impasse, c'est une impossibilité totale de penser le conflit, voire de penser tout court, qui désigne un cul-de-sac dans lequel s'engage notamment la psychose. Celle-ci, en effet, doit être considérée comme une manière de sortir d'une impasse relationnelle en pensant l'impensable à la faveur, donc de la mise en œuvre de la projection, laquelle parvient, notamment dans la paranoïa, notamment à créer un système délirant, incluant et excluant la contradiction, et où la distance finalement avec l'autre est en même temps nulle et à la fois infinie. On ne peut aller plus loin. Toute la structure de la pensée, du coup, a radicalement changé. On le sait dans les états paranoïaques, dans les compensations observables après un certain nombre de débranchements, comme nous disons dans la clinique lacanienne. On voit effectivement cette structure, je dirais, de défiguration du sujet. Il paraît également loisir d'inclure dans le même type d'impasse l'autisme lui-même, pour Sami Ali, ou des formes psychotiques qui s'en approchent, plus ou moins, car on a ici affaire donc à l'élimination parfaite, finalement, de toute possibilité de mise en relation, donc d'entrer en conflit en sortant purement et simplement du système de toutes les relations qu'elle engage, et on atteint du coup un point zéro finalement de communication dans lequel va se figer l'affect et la pensée en deçà finalement de la parole. D'ailleurs, Lacan l'avait évoqué, au degré zéro de la parole, en perpétuant finalement indéfiniment hors du temps cette période finalement où silencieusement l'enfant a été déjà confronté à une impasse. On reviendra aussi sur l'aspect, je dirais, de l'approche de la psychose par la pensée de Sami Ali dans l'approche de la théorie relationnelle. On peut aussi situer et citer le cercle vicieux, c'est-à-dire une action destinée à résoudre un conflit qu'elle recrée de nouveau en s'infléchissant donc sur elle-même. La solution devient le problème et le problème sa solution. Il faut donc reprendre le problème finalement à son point de départ, là où, notamment dans l'allergie, qui représente finalement la réponse globale du système immunitaire à l'enfermement, pour une action thérapeutique, je dirais, efficace, et qu'elle puisse être entreprise en échappant justement à cette dichotomie entre médecine et psychanalyse. Le grand danger, effectivement, va consister à cliver et à enfermer, je dirais, le sujet dans cette démarche qui n'a pas de fin du côté d'une surmédicalisation et d'une désubjectivation du sujet qui vont fatalement ancrer la pathologie fonctionnelle, voire la faire se dégrader en pathologie lésionnelle, etc. Donc, si on peut dire que la maladie organique puisse faire son apparition à l'intérieur d'une impasse, ne signifie pas qu'on introduit par ce biais de nouveau la causalité linéaire avec son corrélat, la psychogénèse. Pour Sami Ali, dans cette théorie relationnelle, il ne l'envisage toujours pas comme ça, il va rester, il insiste bien sur la causalité circulaire. On tombe pas malade à cause de l'impasse. En fait, tout se passe au contraire comme si la difficulté finalement se projetait simultanément au double plan biologique et relationnel, de sorte que c'est maintenant cette totalité qu'il s'agit d'interroger en vue de la ramener à l'unité et de penser la thérapeutique à partir de là, et donc la direction de la cure. Avec Sami Ali, on pourrait dire qu'il y a deux variétés d'impasse. L'une qui a trait à la pathologie organique
et l'autre à la maladie mentale. Mais la problématique donc dont elle relève demande à être pensée dans sa généralité. C'est la démarche de la thérapie relationnelle. Alors, que pouvons-nous dire sur la thérapie relationnelle? Comment définir finalement cette thérapeutique? Eh bien, Sami Ali, dans la mesure où il dit que celle-ci concerne en premier lieu la pathologie organique, la question doit d'emblée se porter, se poser, non pas sur la psychogénèse, mais sur le lien impossible et sur l'impossible pensée finalement du sujet. C'est-à-dire finalement sur le lien possible de la pathologie organique avec la question du conflit ou du non-conflit, c'est-à-dire en tant que refoulé, écrasé, forclos. Alors ça doit nous orienter sur la possibilité finalement, comme on le disait, donc d'une impasse à l'arrière-plan du tableau clinique. Et la tâche principale pour Sami Ali, ça va être ainsi de découvrir dans quelle sorte finalement d'enfermement le sujet se trouve déjà pris, ce qui implique que le fonctionnement personnel soit déterminé relativement à l'espace, au temps, au rêve et à l'affect, donc en vue de jauger quel est le potentiel disponible au départ. Comme l'impasse est par définition donc une situation sans issue, elle le sera aussi longtemps qu'on est dedans. Et la seule possibilité qui reste est celle de se demander comment elle s'est progressivement constituée à travers toute une vie. La thérapie va consister à transformer donc les termes mêmes de l'impasse finalement en libérant tout l'imaginaire entravé jusque-là. L'imaginaire qui est d'abord le rêve et l'affect, ce qui signifie aussi la transformation de tout le fonctionnement de la situation relationnelle. C'est-à-dire de permettre à l'impasse, finalement, de devenir un conflit. Et ça permet à l'impasse d'être dissoute, à défaut d'être finalement résolue. C'est uniquement pour Sami Ali, si l'on peut dire, un peu la relation au thérapeute qui va permettre cette mutation. Et là, on revient évidemment à la question du transfert, mais avec une posture qui va articuler pour la conduite de la cure du côté du thérapeute, effectivement, une directionnalité qui devrait, comme vous le constatez, donc emprunter les 4 dimensions qu'il a posées pour permettre de recréer effectivement les liens nécessaires et donc la sortie du refoulement de l'affect, voire de la fonction de l'imaginaire. C'est comme finalement il le dit, une règle à appliquer qui reste toujours la même, hein, où il faut que les rêves trouvent finalement retrouvent leur place dans la relation, afin qu'ils retrouvent cette place dans le fonctionnement. C'est comme une initiation à la vie onirique, dit-il. Une initiation qui consiste donc à instaurer des liens simples et vrais, entre les rêves et les événements présents et passés, en les intégrant dans la relation. Allons encore un peu plus loin et disons que il n'y a pas besoin pour Sami Ali de projeter des interprétations qui seraient censées être profondes, qui impliqueraient que les rêves ne sont jamais ce qu'ils sont parce qu'ils sont là pour dissimuler autre chose. Donc encore une fois, vous voyez, il y a véritablement là, pour Sami Ali, quelque chose qui est un tout donné. Dans le travail donc avec les rêves, ce qui va importer le plus, c'est de les considérer justement comme autant de projections de soi, des œuvres éphémères dont on est finalement à son insu le créateur, nuit après nuit. Établir des liens, donc ça signifie alors reconnaître comme soi ce qui se présente comme réalité objective dans un autre espace et un autre temps, suivant plusieurs axes, dont celui de l'accomplissement du désir, en dehors de toute systématisation. Là, on retrouve évidemment la formule freudienne, le rêve est l'accomplissement
d'un désir inconscient. Il ne s'agit pas donc d'interpréter, selon le modèle analytique, mais comprendre, processus qui laisse les éléments finalement disparates du rêve se joindre harmonieusement, telles finalement les pièces d'un immense puzzle qui ne demandent que de s'emboîter finalement les unes dans les autres. Et Samiali est très insistant sur cet aspect d'une forme d'esthétique finalement au sein de la thérapeutique. La relation thérapeutique en face à face, à raison par exemple d'une séance par semaine, intégrerait selon lui parfaitement justement l'imaginaire en tant que rêve et affect notamment, tout en évitant une neutralité qui se voudrait une attitude technique et un jeu de rôle, mais qui parfois s'avère délétère. Dans certains cas, par contre, en effet, des situations précoces de vide affectif liées à la passe viennent totalement coïncider avec le dispositif proposé au point d'aggraver la pathologie organique existante, sinon donc de favoriser son éclosion. Lorsque la relation thérapeutique est bien menée, il apparaîtrait pour selon lui donc 3 constantes. Essayons de voir lesquelles. Tout d'abord, la première constante qui serait que le rêve initial, qui va survenir du coup au bout d'un temps plus ou moins long, mais qui en définitive va dessiner en pointillé toute l'évolution à venir. C'est ce qu'il appelle un rêve programme, qui apparaîtrait donc au décours de l'installation de la relation transférentielle, si on peut dire, ou en tout cas de la relation thérapeutique. Rêve programme qui pourrait être qualifié de transférentiel selon lui, qui ne décèle pas moins qu'un événement réel a déjà eu lieu dans la relation. C'est comme ça qu'il va situer les différents termes. Un rêve programme où tout serait finalement condensé et presque son évolution avec. La deuxième constante qu'il va apparaître dans sa pratique clinique, celle-ci va renvoyer à la projection du corps propre dans des images où peut se lire le va-et-vient du travail thérapeutique. La projection est régie par le principe d'inclusion réciproque, où le corps devient un objet dans l'espace en même temps que l'espace lui-même. Une troisième constante du fonctionnement, onirique à l'intérieur de la théorie relationnelle, renvoie à la place justement qui occupe le thème du visage, comme l'une des composantes de la question d'identité, à côté des notions de filiation, par exemple. Il trace, par exemple, ici l'exemple d'un patient particulier où effectivement la question de la composante du visage, de l'identité et de l'affiliation vont apparaître effectivement par rapport au rêve et qui va se faire déceler donc au moment où dans la thérapie justement le sujet va être amené à revoir l'ensemble des images d'identification qui vont lui servir, qui l'ont servi à ce moment-là à se définir lui-même. Et c'est là justement que le rêve du miroir, si l'on peut dire, va se faire jour et que l'on va pouvoir constater cette thématique. Et dans ce rêve, effectivement, en s'y regardant, dans ce rêve, donc ce miroir, en s'y regardant, il va avoir l'image d'un autre, justement, qui a fonctionné comme modèle en lieu et place de lui-même. Donc voilà pour ces 3 constantes, que je rappelle. Donc la première qui est le rêve initial, le rêve programme au début de la relation thérapeutique, pour ne pas dire de la relation transférentielle. La deuxième, la projection du corps dans des images où on peut lire le travail de va-et-vient de toute l'action finalement psychothérapeutique. Et la troisième constante, c'est qui renvoie à la place du sujet par rapport à son identité, sa filiation et son visage. Alors, pour conclure finalement ce premier épisode sur la psychosomatique relationnelle telle qu'elle est vue par Samiali,
Disons que l'action du thérapeute va consister à établir et à apprendre à établir des liens entre plusieurs variables qui, prises ensemble, déterminent la perspective temporelle de la thérapie. Lien entre fonctionnement psychique et situation relationnelle allant du conflit à l'impasse. Lien entre pathologie organique et relation à l'autre. Lien entre conscience vigile et conscience onirique. Lien entre affect et représentation, bien sûr. Lien entre corps réel et corps imaginaire. Lien entre réel, imaginaire et banal. Lien enfin entre relationnel et immunitaire. Sur le terme de banal, n'oublions pas que dans l'œuvre de Sami Ali, il y a consacré un ouvrage entier, si l'on peut dire, ce qu'il appelle le travail du banal participe, c'est un processus complet qui va favoriser l'impasse relationnelle, le travail de banalisation. Donc il va s'agir de penser la totalité finalement pour parvenir à l'unité, qui est autre chose que la simple donc addition des variables et qui va se révéler finalement comme la possibilité assez inouïe que le corps et l'âme puissent enfin coïncider. Pour pouvoir accomplir cette tâche, Sami Ali nous dit que le thérapeute doit être constamment en relation lui-même avec le rêve et l'affect dans son fonctionnement propre avant de s'ouvrir à la souffrance de l'autre et dans la mesure du possible s'approcher donc de son unité. Cela me fait penser d'ailleurs, ces termes-là me font beaucoup penser au travail extraordinaire de François Roustan, que nous verrons un peu plus tard lors d'un futur épisode. En ce contexte donc, ce qui caractérise le mieux l'attitude du thérapeute, c'est qu'il évolue constamment entre connaissance et réceptivité en privilégiant cette dernière. Voilà pour cette introduction un peu dense finalement à l'œuvre de Sami Ali et à la théorie relationnelle en psychosomatique, dans l'approche du fait psychosomatique, de sa prise en charge finalement, de la conduite de la cure. On a vu quelques lignes directrices sur lesquelles donc nous reviendrons plus tard, approfondir, que ce soit dans la pathologie fonctionnelle, lésionnelle, mais aussi du côté de la psychose. Voilà pour cet épisode, ce premier épisode du Divan de Max. Je vous retrouve pour un prochain épisode où nous ferons cette fois-ci une incursion dans la pensée lacanienne au sujet de la psychosomatique afin de voir ce que Lacan a pu nous en dire et nous laisser. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur le Divan de Max. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site École de psychopraticiens du Sud-Est afin de découvrir nos formations. À très bientôt. Je vous invite à un voyage. Voyager, c'est faire voyager sa sensorialité et son humanité. En découvrant ces êtres et ces lieux inconnus, c'est toujours un peu de soi que l'on découvre, parfois avec une étrangeté familière. Laissez-vous emmener dans la multitude colorée des paysages. Prenez le temps d'habiter chaque ambiance. Vous pourrez y sentir le parfum des encens dont les fumées se meuvent en volutes expertes. Touchez de votre regard la texture des fleurs et des matières.
Écoutez le calme absolu d'une pirogue qui glisse en effleurant délicatement l'eau. Laissez-vous impressionner par la présence sur un mur d'un visage qui vous regarde attentivement, mémoire de vie, trace d'un passage de l'inconnu qui est aussi mon semblable. Il me parle, il s'adresse à chacun, nous interpelle avec ce qui le rend unique. En déambulant dans les rues, laissez les impressions vous pénétrer. Par la petitesse et la fragilité, par la démesure et le gigantisme, par un presque 3 fois rien. Reines et rois anonymes et pourtant dépositaires de la culture. Cet enfant qui vous avise avec curiosité. Attardez-vous sur les formes étonnantes que laisse la nature. Sentez sous vos doigts, sous la pulpe de vos doigts, la peau du lichen qui s'est savamment déployée. Hautes couleurs et mouvements de peintures naïves et contemporaines qui éclatent à vos regards. Pendant votre pérégrination, ne ratez pas une occasion pour respirer les parfums des agrumes et des fleurs qui marquent tant nos mémoires les plus reculées. Beautés et surprises du monde qui attendent les citoyens de l'humanité, du jour jusqu'à la nuit. Partageons encore et toujours ce trésor. Signé l'anonyme.